Soif de vivre. Notre thème de Carême cette année correspond bien aux interrogations de notre époque. Donner du sens à sa vie. Qu'est-ce qu'une vie accomplie ? Dans les médias et parfois même dans notre émission, nous donnons à réfléchir sur ces questions en mettant en avant des témoignages de ceux qui ont radicalement changé de vie. Quitter ceux qui ne les abreuvent plus pour trouver une source ailleurs. Retour à l'essentiel, vocation religieuse, réorientation complète de la vie professionnelle et parfois même familiale. Notre invitée ce dimanche, Hortense Martinez, engagée auprès des jeunes dans les quartiers nord de Marseille, correspond bien à cela. À un détail près. Là où nous sommes souvent fascinés par la rupture radicale avec une ancienne vie, Hortense parle, elle, de s'aligner sur un engagement qui s'est révélé petit à petit. Ce n'est pas tant l'idée que la vie qu'elle menait ne la satisfaisait plus, mais plutôt l'envie de suivre le cours d'eau issu de cette source qui l'abreuve. Dans les quartiers, elle va justement réveiller, booster et accompagner la soif de vivre de jeunes, leur donner les moyens de trouver eux aussi leur source. Et voilà la belle rencontre que nous vous proposons de vivre en ce 3e dimanche de Carême. Bonjour à tous et bienvenue à vous, Hortense Martinez. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On vient de l'entendre, vous vivez à Marseille, vous travaillez pour une association que nous aimons particulièrement au Jour du Seigneur, Apprentis d'Auteuil. Vous êtes responsable d'un programme d'action pour aider les jeunes de plusieurs quartiers prioritaires, comme on dit, des Bouches-du-Rhône, à s'insérer professionnellement. Alors, vous l'avez compris, le thème de notre carême cette année, c'est soif de vivre. Cette expression, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? On ne peut pas vivre sans eau, donc on a toujours soif de vivre. Et donc, en tout cas, je trouve que ça résonne bien avec finalement le chemin que j'ai fait le long de la source de la foi qui m'amène à faire ce que je fais aujourd'hui. Dans les quartiers nord de Marseille, les jeunes que vous allez chercher, que vous rencontrez, ils ont cette soif de vivre? Ah oui, vraiment, les médias adorent parler des quartiers nord de Marseille comme le lieu de la délinquance, de la misère. Et en fait, c'est aussi le lieu de la joie, le lieu de la beauté. Et finalement, je discutais il y a 2 jours avec un entrepreneur qui avait recruté des jeunes qu'on accompagne et qui me disait, mais en fait, il faut arrêter de penser que les jeunes des quartiers ont quelque chose en moins. En fait, ils ont quelque chose en plus. Parce que, vu là d'où ils viennent, et vu tout ce qu'ils doivent traverser pour y arriver, en fait, ils ont la niaque, ils ont cette soif. La soif de vivre. La soif de vivre. Oui, ça peut paraître étonnant. On a souvent tendance à stigmatiser. Peut-être que c'est rassurant. Vous communiquez cette soif de vivre, du coup, à travers ce que vous faites, ce programme Impact Jeune, dans votre quotidien, puisque vous vivez avec votre famille à Marseille. Enfin, c'est tout un engagement quand même. Oui, c'est vrai que d'ailleurs c'était un engagement de vie et de famille avant d'être un engagement professionnel pour moi, puisqu'on avait choisi en famille de venir se rapprocher des quartiers nord et des gens au service desquels on avait envie d'être en fait. Et progressivement, j'en suis venue à en faire mon boulot. Et donc les jeunes, les jeunes qu'on accompagne dans mon dispositif, c'est pas moi dans mon rôle de coordination qui suis le plus souvent au contact avec eux, mais en fait c'est les gens du quartier, nos voisins, et donc on a tous en fait cette même soif de vivre. Cette beauté dont vous parliez, alors ça c'est la première fois que j'entends ça quand on me parle des quartiers nord de Marseille. Vous parlez de beauté, elle est où cette beauté? La beauté, elle est dans les gens. Qu'on y rencontre. Elle est dans les... je vous disais tout à l'heure, on a une lumière incroyable à Marseille. Ouais. Quand vous voyez cette lumière qui se reflète sur les barres d'immeubles, en fait, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et donc, nous, on a envie d'être les témoins alors, les témoins lucides, bien sûr, mais les témoins de cette beauté qu'on y trouve. Et ça nous procure beaucoup de joie. Ancré dans la réalité, le principe de réalité, c'est important. Oui, c'est ça, on a envie d'être dans la vraie vie des gens, en fait. Sans stigmatiser personne, en tout cas, on se rend compte aujourd'hui que c'était quelque chose qu'on n'avait pas quand on vivait à Paris, par exemple. Vous êtes avocate de formation, vous avez été juriste, vous avez été consultante en entreprise à Paris.
Qu'est-ce qui vous a mené à Marseille? On sent chez vous beaucoup de sérénité par rapport à là où vous en êtes. On vous sent au bon endroit, en tout cas, par rapport à ce que vous dégagez de vous-même intérieurement. Comment vous êtes arrivé à Marseille et dans ces quartiers-là? Alors, on est arrivé à Marseille parce que on avait à l'époque on avait un enfant. Aujourd'hui, on en a 4. Mais donc, on s'est dit bon, Paris, on a peut-être envie d'avoir plus d'enfants. Ça risque de devenir difficile. Et puis, il se trouve qu'on avait de la famille et nos parents, en l'occurrence, dans le Midi. Donc, on s'est rapprochés. Mais disons qu'on a fait une transition professionnelle en juste se faisant muter à Marseille. Et puis, arrivé à Marseille, en fait, Marseille, c'est une ville où il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère, mais aussi où il y a beaucoup d'acteurs qui s'engagent. Et donc, en fait, Marseille, c'est une ville qui donne envie de s'engager. Et puis après, on peut s'engager dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup de causes pour lesquelles on pourrait s'engager. Et moi, la cause qui me faisait un petit peu vibrer, c'était le fait que moi, j'ai grandi dans un milieu... disons bourgeois, en tout cas, privilégié. J'ai fait les études que j'ai eu envie de faire. Il y avait des livres chez moi, j'allais voir des expositions. Et donc, j'ai réussi dans mes études, mais c'est presque pas grâce à moi. Enfin, je veux dire... J'ai baigné dedans. J'ai baigné dedans et j'ai pu le faire, donc tant mieux. Et il y a des tas d'enfants qui, simplement parce qu'ils sont nés à un autre endroit, n'auront pas ces possibilités-là. Et donc, je me disais, si à ma très humble échelle, je peux contribuer à réduire cette différence, je serais heureuse de le faire. J'aimerais vous faire réagir à une phrase. On aime les citations au jour du Seigneur. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » L'Évangile selon saint Matthieu. Comment elle vous parle, cette phrase? Vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis juriste de formation. Et en fait, je le constate au quotidien. Quelquefois, quand on fait les choix de vie qu'on a fait, quand on habite là où on habite, quand on est... Dieu s'invite de façon un peu inconfortable dans nos vies. Mais en fait, parce qu'on est là, parce qu'on l'a choisi, qu'on l'a voulu, et qu'on se nourrit de ce qu'on y trouve, et des gens qu'on rencontre, ça nous ouvre le cœur. Et donc, je me retrouve totalement dans cette situation que tout le monde connaît et qui, quelquefois, peut d'ailleurs, à force d'être trop connue, on peut en oublier un peu le sens ou se dire « oui, bon, ça va, ça j'ai entendu 1000 fois ». Mais en fait, là, vous me la présentez et je me dis que, elle résonne pas mal. Hortense, je vous propose tout de suite de partir chez vous, sur le terrain, à Marseille et auprès des jeunes des quartiers prioritaires. Je rappelle que vous les aidez à s'insérer professionnellement grâce à cette belle association Apprentis d'Auteuil et ce programme Impact Jeune. On regarde et puis on en parle juste après. D'un côté de la rue, un quartier pavillonnaire, à l'est de Marseille. De l'autre, une cité prioritaire. Un pied dans chaque monde, c'est le choix de vie d'Hortense. C'était un projet finalement de famille. On voulait se rapprocher des personnes au service desquelles on avait envie d'être et vivre dans un quartier où nos enfants allaient vivre dans une ambiance socialement très mixte. Pour nous, c'est important parce que on veut que plus tard, quand ils seront grands, ils soient à l'aise n'importe où ils seront dans la société et qu'ils comprennent que ils sont l'égal de tout homme et que tout homme est leur égal. Une valeur maîtresse qui guide son engagement aux apprentis d'Auteuil. Sa mission, piloter le programme Impact Jeune. Impact Jeune, c'est un dispositif dont l'objet est d'aller à la rencontre des jeunes là où ils habitent et de créer un lien de confiance avec eux pour pouvoir après les amener vers la solution qui pourra les aider à progresser dans leur parcours pro ou d'études. Les lundis matins d'Hortense commencent par un tour de table des boosters, ces équipes de terrain implantées dans les quartiers. Ouais, check it out le mic. Les temps forts de cette semaine, on voit la CAF mercredi matin avec Mélissandre. Je reçois pas mal de jeunes cet après-midi. Ce midi, on va justement manger à la cuisine solidaire. Et après, on a des rendez-vous. On a 2 rendez-vous avec 2 jeunes demain. Bon, parfait. Du coup, vous pouvez échanger toutes les deux. Direct. Ok, trop chouette.
Ma fonction, c'est une fonction de coordination de toutes les fonctions dans l'équipe. Donc il y a un certain nombre de fonctions qui sont des fonctions vraiment de terrain. Ce sont vraiment les personnes que vous avez vues dans la réunion qui sont chacune dans un quartier auprès des jeunes et des partenaires associatifs. Et tout ce qui est administratif et financier. Je suis au service de l'équipe en fait. 14h, direction les quartiers nord de Marseille. Hortense retrouve Imran, un jeune de la Cité des Lauriers, avec Nicolas, le booster de terrain. Hortense, je pense, permet d'avoir une vision un peu globale de ce qui se passe sur Impact Jeunes, et notamment sur toute la communication entre les boosters, et nous permet en fait d'avoir le cadre bienveillant et pour pouvoir nous travailler à notre espace. Impact Jeunes collabore avec d'autres associations. C'est ce qui a permis à Imran d'ouvrir son horizon. Il est aujourd'hui un éducateur sportif reconnaissant. De l'écoute, de l'accompagnement, du soutien. C'est ces 3 choses-là qui permettent à une personne d'avancer dans la vie. Et eux, ils sont là pour nous écouter et pour nous aider tout simplement, quoi. Pour être un soutien pour nous. Quand on est un peu, on va dire, à l'époque, on était vraiment un peu délaissés. En fait, quand on est ancré dans un territoire, on est là au quotidien. On a des relations de voisinage et même de presque familiales avec les gens. Et on crée des liens de confiance. Et c'est ça qui fait la différence. Et on comprend que c'est aussi la rencontre, Hortense, qui vous anime. Comment vous allez à la rencontre de ces jeunes ? Alors, ce que font les boosters, qui sont donc, vous en avez vu un tout à l'heure, Nicolas, chacun dans leur quartier, c'est vraiment d'être présent dans l'espace public, dans les lieux de sociabilisation des jeunes, voire d'aller faire du porte-à-porte, toquer aux portes des habitants en disant, voilà, si vous avez un jeune chez vous qui a entre 13 et 30 ans, nous, on est à son service. Tout simplement en fait. À l'ancienne. Sinon, voilà. À l'ancienne, on est là, on va discuter avec un petit groupe qui s'est formé de jeunes en sortant de l'école. Et on dit, bon, salut, alors, comment ça va ? Et ça passe d'abord par vraiment une mise en lien hyper informelle. Qu'est-ce qui vous anime dans ce que vous faites au quotidien à Marseille ? Moi, ce qui m'anime, c'est de contribuer à ma très humble échelle à faire grandir une équipe qui, elle, est au service de ces jeunes. Quand on fait ce métier-là, je vous ai parlé de la beauté de ce qu'on voit. On voit aussi des choses quand même quelquefois dures, difficiles à accueillir. Et donc, moi, mon rôle, c'est d'être au service et de donner à l'équipe les moyens de bien vivre leur mission. Ça a été quoi le déclic pour faire ce choix de vie qui est quand même pas anodin, de vivre dans ces quartiers-là ? Alors d'abord, c'est pas si original qu'il n'y paraît. On a beaucoup d'amis qui, comme nous, sont engagés, qui ont fait ces mêmes choix et qui nous l'ont inspiré. Et puis, en fait, c'est venu petit à petit. On habitait en centre-ville et on a eu envie d'un peu plus d'espace pour notre grande famille et de verdure. Et puis, finalement, moi, j'étais donc engagée depuis un moment dans une école indépendante qui appartient au réseau Espérance Banlieue et qui se trouve dans ces quartiers. Et donc, finalement, ça, plus le fait qu'on était déjà bénévole dans Impact Jeunes et d'autres associations de ce territoire-là, on s'est dit, en fait, c'est logique. C'est une suite de vie, en fait. Ouais, c'est ça. Et voilà, et donc on a cherché une maison là, et depuis nos enfants sont dans cette école. Parce que du coup, si je comprends bien, il y a quand même une soif de justice ou de social, d'équilibre, d'un équilibre presque fraternel. Je ne sais pas exactement. C'est vraiment ça. Vous pourriez dire les choses. C'est ça le mot. On a envie nous, on a envie de vivre, et on a envie que nos enfants vivent cette fraternité, parce que nous, on n'a pas grandi dans ce genre de quartier, l'un et l'autre, mais je suis vraiment intimement convaincue que le monde irait mieux si tout le monde cherchait cette fraternité au quotidien, parce que en fait, quand moi finalement, c'est petit à petit que mon cœur s'est ouvert. Et moi, j'ai envie que mes enfants, leur cœur soit déjà grand ouvert, et que, en fait, en ayant vécu dès leur plus tendre enfance, au milieu de gens d'origine très variées, ça leur paraisse naturel, en fait, après, dans leur... Parce que vous avez dû vous adapter, j'imagine, avec un nouveau terrain de jeu, entre guillemets, enfin, une autre réalité. Oui, c'est ça, mais en fait, moi, de toute façon, j'adore les gens.
J'adore discuter avec les gens, j'adore écouter les gens, me raconter leur vie. Donc Et finalement, c'était... sortir un peu de son regard préconçu qu'on peut avoir, de ses préjugés. Enfin, Oui, parce qu'effectivement, on en a tous et j'en ai encore, sans doute. On en a tous, hein, c'est normal. Et petit à petit, en tout cas, si on est... En fait, je pense que c'est... Enfin, voilà, on a parlé de fraternité et moi, j'ai envie de parler d'amour, en fait. Il faut aimer les gens. C'est bien dit. Soif de vivre, je vous rappelle que c'est le thème de notre carême qui fait référence à un épisode évangélique bien connu. Jésus qui demande à boire à la Samaritaine, cette femme de la ville de Samarie qui ne se sent pas digne de ce que lui demande Jésus. Parmi plusieurs représentations qu'on vous a proposées, vous avez choisi celle-ci. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a touché ? Alors dans les représentations qui étaient proposées, il y en avait... beaucoup qui étaient des représentations Renaissance. En fait, je trouve qu'on a l'habitude de voir des représentations qui ont essayé de transposer la scène à leur époque. Et finalement, celle-ci m'a plus touchée parce que je me suis dit c'est celle qui ressemble le plus à ce qui a dû vraiment se passer. Les oliviers devaient avoir la même tête, le petit village derrière. C'est vraiment très réaliste. Après, je ne suis pas historienne et je ne sais pas si les Samaritaines étaient exactement habillées comme ça à l'époque, mais en fait, ça m'a plus touchée. Sur d'autres représentations, Jésus est plutôt comme ça et la Samaritaine comme ça. Et finalement, là, ouais, ça vous semble réel, en fait. Ça me paraît réel et donc ça me touche plus parce que j'arrive plus à me projeter. Dans cette scène, à me dire, ben voilà, cette femme qui est là avec son seau, qui vient chercher à boire et finalement se rendant compte que cet homme qui est là, qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle reconnaît comme le Seigneur. Vous vous sentez plutôt à la place de Jésus ou de la Samaritaine même, vous connaissez la réponse à cette question. Non, je ne la connais pas, franchement. Non, parce que dans les traits de Jésus, dans les traits de la Samaritaine, les postures, on peut plus ou moins se sentir là ou là. Non, je me sens évidemment Samaritaine. Et je pense qu'il faut le rester toute sa vie, d'une certaine manière. Jamais trop se dire bon, bah, c'est bon, maintenant j'ai compris. Alors, je vous propose, Hortense, tout de suite d'aller à Nantes, à la rencontre de quelqu'un qui va vous plaire. Elle s'appelle Guénola. Elle est bénévole pour une association qui, elle aussi, vient en aide aux jeunes de ces quartiers prioritaires, mais en mettant en place un parrainage entre le bénévole et le jeune qui est accompagné. On regarde et puis on revient en plateau juste après. Je m'appelle Guénola Devaux, je suis conseillère en communication et mariée, mère de 3 jeunes étudiantes et je suis bénévole à Proxité depuis 4 ans à Nantes. C'est une association nationale qui intervient auprès des jeunes en difficulté dans les quartiers prioritaires de la ville. Proxité s'appuie sur principalement le parrainage. Donc moi, je suis marraine. Oui, coucou, comment tu vas? Très bien. Alors, tu veux qu'on travaille sur quoi ce soir? Et aujourd'hui, j'accompagne Marie-Ange, qui est en redéfinition d'un choix d'études. Elle a arrêté la licence d'éco-gestion pour aller vers la communication événementielle. Donc, on se voit une fois par semaine, 1 heure. On refait son CV, on refait des lettres de motivation, son dossier de candidature pour l'école. Et durant cet échange, en fait, c'est à la fois très concret et puis à la fois on échange aussi sur ses questionnements. Et moi, mon regard de professionnel peut l'aider aussi sur, par exemple, quand elle me demande qu'est-ce qu'un chargé événementiel, je peux lui expliquer concrètement ce que les clients attendent. On arrive comme nous on est et le jeune, on le prend comme il est. C'est de l'écoute sans jugement, de la bienveillance, de la gratuité. Moi, ce qui m'a motivée, c'est un besoin d'être utile et d'avoir un lien humain fort. Sortir de ma zone de confort, parce qu'en fait, Marie-Ange, je ne l'aurais pas rencontrée si je n'avais pas été bénévole à Proxité. On va arrêter avec l'ordinateur, je le coupe, parce que quand tu vas passer un entretien pour tes concours, tu vas être devant un jury, et les gens, tu n'auras pas de notes. Ça m'apporte beaucoup parce que je décèle énormément de choses chez Marie-Ange qu'elle ne voit pas elle-même, ses qualités, ses talents, et donc je lui montre, et donc ça, pour elle, c'est une découverte. Et puis moi, elle m'apporte aussi beaucoup parce que en fait, dialoguer avec un jeune, c'est super. Quand en plus, c'est pas son enfant, c'est encore plus facile. Parce qu'on est détaché affectivement et on se crée un vrai lien. On s'enrichit mutuellement et on prend énormément de plaisir à chaque échange. Qu'est-ce qui vous touche ou qu'est-ce qui vous frappe dans cette relation entre Guénola et Marie-Ange? J'ai été très touchée par le regard que porte Marie-Ange
Guénola sur Marie-Ange. Ouais. Effectivement, moi, j'ai commencé comme ça. En fait, c'est très facile de s'engager. Ça prend 1 à quelques heures par semaine. C'est pas forcément, ça demande pas de changement radical de vie. Et pourtant, ça fait toute la différence. Sans doute que dans la vie de Marie-Ange, sa rencontre avec Guénola fait toute la différence. Parce que, comme l'a dit Guénola, elle voit chez Marie-Ange des choses que Marie-Ange ne voit pas. Alors ça serait le cas d'ailleurs de n'importe quel jeune, de n'importe quel milieu. Mais parce que Marie-Ange aussi apporte quelque chose à Guénola. Et elle le reconnaît qu'elle-même, ça lui apporte beaucoup. En fait, c'est... Moi, j'ai été très inspirée par, je vous l'ai dit, des gens qui se sont engagés avant moi dans les quartiers. Et moi, au début, quand je m'engageais, que j'allais dans cette cité que vous avez vue, j'y allais en me disant, grâce aux compétences que j'ai, je vais pouvoir leur apporter quelque chose. Mais finalement, c'était déjà un peu descendant. Or, les gens qui sont là au quotidien, au service des habitants, eux, ils disent, mais nous, on est là, on est en dessous, on est là pour eux. On vient pas dire on vous apporte quelque chose, on vient se mettre à leur niveau, voire en dessous, et être au service. Et ça m'a vraiment beaucoup bougé. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, vous vous êtes dit je suis à la bonne place, où je dois être là, ou vous l'avez senti? J'ai pas eu le sentiment de faire à chaque fois des transformations de vie. Comme je vous l'ai dit, ça a été progressif. Je pense que voilà, j'ai cheminé aussi dans ma foi en même temps. Et donc, d'abord, on a fait un choix de lieu de vie, d'école qu'allaient fréquenter nos enfants, puis finalement un choix professionnel. À aucun de ces moments, j'ai eu l'impression de faire quelque chose de radical, alors que c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens qui nous disaient ah ouais, carrément. Et en fait, encore aujourd'hui, je suis très humble, je suis une pauvre parmi les pauvres, j'ai fait ce choix de vie. Avec la famille, ça c'était important? Oui, c'est vraiment un choix de vie de famille et qui nous comble, sur lequel peut-être on en fera encore d'autres, mais pour l'instant, on est vraiment comblé ou rassasié. À travers cette expérience, comment vous avez grandi dans la foi? J'ai grandi dans la foi aussi parce que finalement, pour le coup, avant d'arriver là, j'ai évolué dans un milieu catholique relativement homogène, avec des gens de même genre de classe sociale. Et en arrivant dans les quartiers nord, on arrive en fait dans des paroisses qui sont peut-être moins débordantes de fidèles le dimanche, dans lesquelles même le curé a 3 clochers, donc il doit courir. Mais en fait, je me souviens les premières messes. Moi, ça m'arrive souvent d'animer les chants, et donc je vois les gens en face, je vois l'assemblée, et j'avais l'habitude d'une assemblée très fournie, assez homogène, reprenant toujours les mêmes répertoires de chants. C'est facile. Et là, en fait, il y a des gens d'origine très variée. Il y a des personnes âgées marseillaises qui ont toujours été là, mais il y a aussi des Asiatiques, des Indiens, des Irakiens. Et voilà, cette petite assemblée, je me souviens très bien m'être dit, en fait, Christ est là. Mmh. Et voilà, ça fait cheminer, j'en ai envie de pleurer. Mais c'est une aventure au quotidien, en fait, pour vous, ce changement de vie aussi. C'est ça que ça raconte, vous vivez des choses, en tout cas. Oui, mais ça, tout le monde vit des choses. La vie est une aventure, de toute façon. Mmh. Qu'est-ce que vous auriez... Où est-ce que vous auriez envie d'aller maintenant? La prochaine étape, ça serait quoi? L'envie. Cette soif de vivre, elle vous pousserait où? Alors, en l'occurrence, moi, j'ai aussi grandi dans mes convictions. Là, on a parlé de l'aspect Fratelli Tutti de mon engagement. J'ai aussi pas mal évolué dans l'aspect Laudato Si. L'écologie. Et l'écologie. Donc, j'ai un modeste petit potager derrière ma maison. Mais je pense que si... Voilà, j'ai eu très récemment 40 ans. Et donc les gens me disent, alors qu'est-ce que tu veux faire dans cette nouvelle décennie? Et en fait, je crois que sans doute, j'aurais envie de me diriger aussi vers des choix qui m'engagent plus du point de vue de la protection de la planète, même si je suis assez convaincue qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est aussi, en fait, la planète, c'est la planète et c'est l'homme. C'est les gens, c'est l'écologie humaine, bien sûr. C'est l'écologie intégrale.
Merci Hortense, vous restez avec nous. Le carême se poursuit maintenant avec la culture, et la culture est portée chez nous par Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David. Bonjour. De vous retrouver. Bonjour à tous. Et vous nous proposez, pour commencer ce matin, la lecture d'une bande dessinée en plusieurs tomes sur les justes parmi les nations. C'est passionnant. Voilà, dont le premier tome qui vient de sortir, qui s'appelle Les réseaux de la liberté et qui nous emmène à Nice en 1942. Les Allemands envahissent cette zone italienne et les Juifs ne sont donc plus à l'abri. Un couple de réfugiés juifs décide de créer un réseau de résistance, le réseau Marcel, dont l'objectif est de sauver les enfants de la déportation. Et pour ce faire, il s'appuie sur la complicité du clergé local, notamment la figure de Monseigneur Raymond, l'évêque de Nice, et de Sœur Thomasine, qui, avec l'aide de pasteurs protestants et de nombreux laïcs, vont sauver plus de 500 enfants en les cachant dans des couvents ou dans des institutions religieuses. Alors c'est une BD qu'on ne lâche pas. Moi j'ai été prise dans l'histoire dès les premières pages. Elle est extrêmement bien documentée et en fait elle s'appuie sur des faits et des personnages complètement historiques. Un petit mot aussi sur les dessins qui sont très précis et qui arrivent aussi bien à capter l'innocence de ces enfants que l'angoisse de ceux qui les protègent. Les réseaux de la liberté, les justes parmi les nations, premier tome donc à retrouver chez votre libraire. Quelle histoire! On poursuit maintenant, Constance, avec une exposition qui vient de démarrer au Centre Pompidou sur Germaine Richier. Oui, elle est considérée comme l'une des plus grandes sculptrices contemporaines. Elle est née en 1902. Germaine Richier a eu un parcours fulgurant. Elle a travaillé tout un tas de matériaux différents, aussi bien le verre, le plomb, le bronze. On va regarder tout de suite ces quelques images de l'exposition. Oh, je n'aime pas parler de mon métier. Pas du tout. Et des matériaux, eh bien, je les emploie tous. Mais je pense que si j'avais vécu 100 ans avant ou 100 ans après, j'aurais employé les mêmes. Alors c'est une artiste qui s'est toujours beaucoup intéressée à l'humain et à son hybridation avec la nature, mais Germaine Richier, c'est aussi une grande figure de l'art sacré. Dans cette expo, on peut d'ailleurs admirer son fameux Christ que vous allez voir ici dans son lieu d'origine, l'église Notre-Dame de Toute-Grâce à Assy, qu'il a prêté au Centre Pompidou. Alors c'est une grande sculpture de bronze, un Christ de douleur, sans visage, sans croix et au corps décharné. Et c'était une commande du diocèse d'Annecy, passé à l'artiste en 1951, qui à l'époque avait fait débat parce que certains au sein de l'église la jugeaient blasphématoire. La sculpture avait donc été retirée de cette église avant d'être réintégrée seulement en 1969. Voilà ce fameux Christ d'Assy qui est exposé aujourd'hui pour la première fois dans un musée, et donc au Centre Pompidou. Et vous verrez, si vous allez voir cette expo, que sa mise en scène est vraiment remarquable. Il a été isolé, il est très très bien mis en lumière. Germaine Richier, une expo à voir donc au Centre Pompidou du 1er mars au 12 juin à Paris. L'exposition partira ensuite au Musée Fabre de Montpellier du 12 juillet au 5 novembre. Figure inspirante, Hortense. Oui. J'aime bien les gens qui sont animés comme ça. En fait, là, dans les quelques mots qu'on a entendus, on sent... Elle est presque révoltée, vivante. Voilà. Bon, j'irai peut-être plutôt au Musée Fabre à Montpellier. Oui. Direction maintenant, Constance, la région parisienne où nous allons célébrer la messe dans quelques minutes. Maintenant. Voilà, nous partons en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois, dans l'église Saint-Paul, qui a été construite entre 1963 et 1965, une époque où beaucoup d'églises ont été bâties en Île-de-France par le diocèse. Il fallait faire vite et pas trop cher. L'architecte érige alors un simple enclos de murs bas sur lequel est posée une toiture en bois. Saint-Paul est vraiment typique des architectures de ces années-là. C'est une époque aussi où l'Église prônait l'enfouissement. Il fallait que ces édifices au milieu des cités soient discrets. Alors on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Vous allez le voir, c'est assez surprenant, notamment grâce à cette dentelle de béton et de briques et ces petits vitraux carrés qui permettent à la lumière d'irradier le cœur. Regardez la puissance aussi qui se dégage de ce grand vitrail et de ce plafond qui se soulève. C'est l'image du ciel qui s'ouvre pour laisser passer la lumière divine. L'architecte a tout misé sur cette structure et sur ce jeu de lumière et l'effet est assez impressionnant. Merci Constance, à dimanche prochain. À dimanche. Merci Hortense d'avoir été avec nous ce matin.